Salut les cantons, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on boucle la boucle. C'est la fin d'une époque. C'est le dernier podcast que je vous présente qui a été fait en collaboration avec la MRC de Brome-Missisquoi et l'organisme Place aux Jeunes, que je remercie du plus profond de mon cœur d'ailleurs. Et je veux remercier d'ailleurs Marie-Ève Lebrun de la MRC et Léonie Gamache de Place aux Jeunes. Tout aussi bien que le cher Kevin Brunel qui a fait la caméra, le son, le montage. Donc, merci à ces trois personnes-là pour cette série de 4 épisodes qui se conclut aujourd'hui. Donc, la MRC de Brome-Missisquoi, elle aide à la qualité de vie de nos 21 municipalités de la région. Je vous propose d'aller visiter le bromemissisquoi.ca. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des vidéos, il y a des articles, il y a des offres d'emploi. Ils font toutes sortes de projets. Donc, bromemissisquoi.ca pour la MRC. Pour ce qui est de Place aux jeunes, c'est une plateforme qui vise à attirer des jeunes qualifiés dans les régions du Québec. Donc, c'est pas juste à Brome-Missisquoi, mais ici, on a la meilleure agente qui est Léonie. Donc, ça, c'est le placeausjeunes.qc.ca. J'aimerais aussi vous dire que si vous aimez ce que je fais, les podcasts que je fais, donc vous pouvez m'encourager au patreon.com/tête à tête des cantons. Vous donnez un petit 3$ et moi, ça m'aide à continuer, ça me pousse, ça m'encourage. Donc, je vous propose de faire ça au patreon.com/tête à tête des cantons. Et sans plus tarder, on vous présente l'épisode d'aujourd'hui qui était sur la thématique des familles de la région. Donc, nouvelles familles, familles nouvellement arrivées dans la région. Toute la dynamique, les enjeux que ça implique. Donc, on est allé rencontrer Julie et Félix qui ont repris l'ancien vignoble La Grenouille à Coansville, qui s'appelle aujourd'hui le Domaine du Petit Bonheur, en compagnie de Élodie Malroux, qui, elle, était dans la région depuis un peu plus longtemps. Mais c'est drôle parce qu'ils se connaissaient déjà d'avance. En fait, leur fils aîné est né le même jour. Donc, c'est une discussion vraiment enrichissante. On parle d'enjeux spécifiques aux familles qu'on n'avait pas vraiment abordés jusqu'à date dans le podcast. Donc, sans plus tarder, voici l'épisode numéro 4 avec Élodie Malroux, Julie Bouchard et Félix Duranceau. Bon épisode! Alors aujourd'hui, pour le podcast, on a la chance d'être avec Julie, Félix et Élodie. Donc Julie et Félix qui sont propriétaires du Domaine Le Petit Bonheur, qui est un vignoble à Coansville. Et Élodie aussi qui habite Coansville, je crois. Oui, Denham, mais très très proche de Coansville. Oups, on n'est pas trop loin. Donc, qui se connaissaient déjà, mais qui donc sont arrivés dans la région au courant des dernières années. Élodie, peux-tu un peu me parler de comment tu es arrivée de la région ou peut-être d'où venais-tu auparavant? Je suis originaire de France. Okay. Je suis arrivée au Québec en 2008. On a passé 10 ans à Montréal avec mon copain. On est arrivés ensemble. Puis, en 2017, il a obtenu un poste pour le Service correctionnel du Canada à Coansville. Donc, voilà. Ça a amorcé, en fait, et déclenché notre arrivée dans Brome-Missisquoi. Moi, j'ai une question pour nos Français à l'écoute. Quand c'était quoi vos raisons pour déménager au Québec à la base? En fait, on voyageait beaucoup en Europe, puis j'avais eu l'occasion de le faire dans mes études, mais je ne l'avais pas fait parce qu'on était en couple. En fait, on est en couple depuis qu'on a 17 ans. Ah, wow. Alors, c'était vraiment un choix de rester ensemble, mais ça s'est fait plutôt pour, je dirais, des perspectives professionnelles. Mon copain a eu l'opportunité de faire une année d'échange à l'Université de Montréal à la fin de son master. Donc, à la fin de nos études en France, on est parti au Québec. Et lui avait un permis d'études et en tant que conjointe, j'ai eu un permis de travail ouvert. Donc, ça m'a permis d'intégrer le marché du travail directement à Montréal. En fait, on a toujours tous les deux fait toute notre carrière à Montréal. Ah, OK, wow. Donc, à la fin de son année d'études, j'avais un emploi. Il en a trouvé un. On est resté. Okay. On a acheté une maison. On a eu des enfants. Wow. Puis on est toujours là. Puis, à la base, j'imagine que vous connaissiez sûrement plus Montréal que le reste du Québec. Tu veux dire quand on est arrivé? Ouais, c'est ça. Ben, quand on est arrivé de France, on n'était jamais venu au Québec, donc ça a été première visite, on reste. Okay. Mais oui, on a beaucoup, même en habitant à Montréal, en fait, on a beaucoup voyagé dans le Québec quand même dans les premières années. Puis on venait régulièrement dans cette région-ci. Donc quand il s'est vu offrir un poste là, ben on s'est trouvé bien chanceux parce que on préférait de beaucoup venir s'installer à Coansville que
dans d'autres coins du Québec là, par rapport pour des raisons professionnelles. Ben oui, certainement. Donc, c'était parfait. C'est super. Puis vous, comment s'est fait votre arrivée dans la région plus récente aussi, faut dire? Oui, ben nous, c'est ça. On est parti, on était à Montréal. Félix est un Montréalais d'origine, de toujours. Un peu réduit. Oui, moi, j'habitais à Montréal depuis une dizaine d'années. Je viens du Lac-Saint-Jean au départ. Okay. Et ça a commencé à nous travailler un petit peu, là, de bouger, de se retrouver en campagne et tout ça. Puis est arrivée la pandémie. Et donc, on avait la chance aussi d'avoir un chalet dans la Naudière. Donc, on s'est retiré là-bas. Et quand on est retourné en ville, on s'est dit, là, ça marche pas. Donc, on veut vraiment aller en campagne. Et cette région-ci nous a toujours plu. Là. Même au départ, quand on avait cherché notre chalet il y a quelques années, on avait cherché dans le coin, mais c'était pas accessible pour nous à ce moment-là. Donc, puis la mère de Félix habite... Saint-Armand. Okay. Donc, ça a été une grosse motivation. Et il y avait des questions aussi d'école. On y reviendra peut-être plus loin, mais l'école, une des écoles ici nous attirait particulièrement. Donc finalement, on a trouvé un super lieu ici et on a décidé on devenait vigneron. Que ce serait ça. Oui, voilà. C'est un peu ça, je pense, quand même, parce que là, je vais vous quoter. Donc, on cherchait une petite maison sur une terre cultivable, sur une route non passante, près d'une école où on pouvait avoir accès à vélo au service parce qu'on ne voulait pas prendre la voiture tous les jours. Donc, il y avait quand même des critères assez précis. Là. Et extrêmement difficile à trouver. C'est ça, j'imagine. Fait que finalement, malheureusement, le critère dont tu viens de parler qui a pris le bord, c'est la maison. Ce qui fait que, le principal d'habitude. Oui, c'est ça, exactement. Mais non, ça a été un bel addon qui a, effectivement, comme Julie le mentionnait, là, qui a été beaucoup poussé par l'école et le territoire sur lequel on pouvait déménager. Mm-hmm. Ce qui fait que c'est ce qui a dirigé en partie notre choix. Bien évidemment, quand on est arrivé ici, c'est ce qui a confirmé notre choix. On est pas mal tombé en amour avec le lieu. Là. Ouais. Fait que voilà. Ah, super. Puis, j'aimerais qu'on parle parce que vous connaissez, en fait, Élodie et la famille. Élodie et son copain, et vous deux, vous connaissez depuis quand même assez longtemps, avant même que vous soyez dans la région. 9 ans, nos enfants ont 8 ans. Ça va faire 9 ans, ouais. En fait, on s'est connus pendant nos suivis de grossesse, Julie et moi. On était suivis par le même noyau de sage-femme, en fait. Donc, on s'est rencontrés peu de temps avant d'accoucher, finalement, aux sessions les plus proches. Julie devait accoucher avant moi, puis finalement, elle a eu du retard. Puis, en tout cas, on s'est revus après nos accouchements. On a réalisé que finalement, nos 2 fils aînés étaient nés le même jour. Puis, après ça, on s'est perdu de vue. Puis, un jour, on habitait Hochelaga-Maisonneuve. On est sortis de chez nous, puis... Ils sont passés sur la piste cyclable devant chez nous. Okay. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Mais on vient d'acheter un appartement juste à côté. Ah, fait qu'on s'est rendu compte que finalement, on habitait à 5 minutes à pied les uns des autres. Et donc, on a commencé à se refréquenter. Et c'est ça. En fait, on vivait un peu les mêmes choses au même moment. Puis... Et puis ça s'est fait comme ça. Jusqu'à ce que vous décidiez de partir. Jusqu'à ce qu'on décide de partir d'Amboise-Missisquoi. Puis là, on les a aidés à déménager tout de même, quand même. Puis là, eux sont venus vous rejoindre, fait que c'est comme des destins qui se croisent. Oui, c'est ça, c'est drôle. En fait, on a toujours vécu un peu les mêmes étapes en même temps, vu que nos 2 enfants ont le même âge, donc on était quand même en contact régulier. Puis, et puis, nous, on était les exemples de l'intégration en région. Fait que là, on parlait de la garderie, de l'école. Puis, en fait, mon fils aîné a eu une place à l'école alternative Curie-Petit à Coansville. Et Julie fait une thèse sur ce domaine-là, en fait, sur la pédagogie alternative. Okay. Fait que c'était aussi un des critères de Julie et Félix. Donc, on était beaucoup amenés à échanger puis à voir, finalement, c'était quoi les opportunités pour eux, éventuellement, de venir en région. Et il y en avait d'autres, mais ils se sont arrêtés sur Brome-Missisquoi. Peut-être j'aimerais qu'on parle justement, c'est comment, parce que moi j'ai vraiment aucune idée, c'est comment trouver une garderie ou trouver une école, c'est-tu comme quelque chose qui
dans la vie compliquée? Tu sais, j'entends parler de ça, mais moi, sincèrement, j'ai aucune idée. Là. J'ai jamais procédé à ces étapes-là, mais ça a été comment pour vous de faire le switch à ici puis de trouver tous ces endroits-là? Ben, la garderie, pour nous, ça s'appliquait pas parce que, dans le fond, nos 2 enfants, dans le fond, notre aîné est en 3e année, rentré en 3e année quand on est arrivé ici, et notre plus jeune débutait l'école maternelle. Ah, voilà. Donc, on n'a pas eu à trouver la garderie, mais je pense que c'est quand même habituellement quelque chose qui est assez compliqué. Okay. Il n'y a pas beaucoup de place, surtout si on pense au CPE et tout ça. Donc, je pense que votre vécu à vous était quand même aisé, si je me trompe. Ben, c'est sûr qu'on a été chanceux, mais c'était, je dirais, le principal défi. Parce que au début, mon copain avait un contrat de quelques mois, donc on essayait. On s'est installé dans la région en fait par étapes. On n'a pas tout. On était propriétaire à Montréal. On n'a pas tout vendu d'un coup. On n'est pas venu. Bon, il y avait deux qui avaient un emploi. Donc, on avait déjà, on avait mis un pied. Mais rapidement, on a réalisé que si on trouvait pas de garderie, ça pourrait pas se faire. Ben non. Parce que financièrement, j'avais besoin de travailler aussi et n'ayant pas de soutien, en fait, comme toute notre famille est à l'étranger, si on n'avait pas de garderie, on était un peu condamné à ce que mon conjoint travaille à Cowansville puis qu'on continue à vivre à Montréal pour que je puisse garder mon emploi et les enfants étaient déjà à la garderie. Donc, au début, en fait, mes premières démarches a été de passer par Place aux Jeunes en région pour avoir une liste des garderies vraiment at large là, dans toute la région. Puis finalement, ça n'a pas été si facile que ça. Des places en CPE, non, clairement pas. Mais finalement, j'ai réussi à avoir une place en garderie subventionnée quand même pour les deux. Pour les 2 enfants, 2 mois après que mon conjoint ait commencé à travailler ici. Donc, nous, on est resté à Montréal un petit bout, puis après, on est venu. Et fait qu'on a été très chanceux. On a eu cette place-là, puis mon aîné allait rentrer à la maternelle, donc j'avais moins d'enjeux pour la suite. Mais quelques mois après, j'ai eu un appel, puis j'ai réussi à avoir une place en CPE pour mon plus jeune à Cowansville. Donc, on s'est rapproché de Cowansville parce que la garderie était à Lac-Brome. Alors, pendant un temps, on a voyagé East Farnham, Lac-Brome, 2 fois par jour. Mais on a quand même été chanceux dans le sens où on a eu la place puis on a pu venir s'installer. Donc, ça aurait pu arriver que vous ne trouviez pas de place puis ça aurait peut-être fini vos démarches. Mais comme c'était une des priorités, disons, à faire avant de faire le move au complet? C'était une condition, en fait. Bon, après, chaque famille, je pense qu'il décide de s'installer à sa réalité, ses enjeux financiers, mais pour nous, il fallait que les deux, on soit en emploi. Donc, c'était une condition sine qua non au fait de venir. Puis la chance qu'on a eue, c'est que la garderie où on a eu une place, en fait, c'était une nouvelle installation. Donc, ils étaient en train de construire leur bassin d'enfants. En fait, fait qu'on... C'est un bon timing. Le timing était bon, mais ça a été un coup de chance, quoi. C'était le hasard. Wow. Puis, parlez-moi un peu de l'école où tous vos enfants vont et sont dans les mêmes classes, si je comprends bien. Si je peux me permettre de revenir un peu en arrière aussi, oui, je pense qu'il y a beaucoup de coups de chance, mais nous, comme c'était surtout pour Léo, qui est le fils aîné, où ils vont à la même école, c'est sûr que nous, l'école, comme c'est une école alternative où, de manière générale, il y a une plus grande demande que l'offre. Nous, il a fallu qu'on l'inscrive et ça a été un peu oui, nous, on a été chanceux, mais ça a été un petit peu un coup de dé parce que comment ça fonctionne rapidement, c'est que c'est un tirage au sort. S'il n'est pas pigé, il n'y a pas de place à l'école. Mais nous, la vie avance. De notre côté, nous, on avait tout vendu. On avait vendu à Montréal, on avait vendu le chalet. Puis on s'est dit, on fait le move, on va jusqu'au bout. Et si jamais il n'est pas pris, on verra, on fera l'école à la maison pendant un certain temps, puis on verra parce que c'était vraiment il a dit, tu parlais de conditions sine qua non. Nous, c'était une condition qu'il fallait qu'il rentre à l'école alternative. Finalement, il a été pigé 4e, ce qui fait qu'il était pas sûr de rentrer, mais de fil en aiguille, on a fini par avoir la place, ce qui nous a permis là, de respirer un petit peu puis de se dire, bon,
il n'y aura pas l'école à la maison, on va pouvoir apprendre notre nouveau métier librement. Mais c'est ça, fait que ça fait partie aussi des différents enjeux, mais qui étaient propres à notre décision aussi, parce que c'était notre décision. L'école, de manière générale, les écoles primaires, tous les enfants vont rentrer. Fait que ça, c'est pas tant un enjeu, mais là, dans ce cas-ci, comme nous, on savait où on s'en allait, du moins pour les enfants, ça a été un enjeu. Puis c'est parce que cette école, on est venu ici en grande partie en raison de l'école. Ouais. Parce que nous, notre aîné était à l'école alternative là-bas. Il l'a dit. Moi, c'est mon sujet. Là, je travaille là-dessus. C'est mon sujet de spécialisation. Donc, puis on avait toute une communauté à Montréal, justement, qui venait de ce milieu-là. Donc, c'était peut-être le dernier point d'ancrage qui nous gardait à Montréal puis qui nous faisait encore hésiter. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que c'était très important pour nous dans le cheminement. Puis, nous, on avait dit, moi, je vais attendre la place, puis on va faire confiance à la vie. Puis, on a eu raison de se faire confiance. Okay. Mais, on était chanceux. Mais oui, comme Félix l'a dit, l'école, après, il y a des très bonnes écoles primaires, puis tous les enfants ont droit d'aller à l'école. Donc, c'est pas un problème pour ce qui est de l'école. Si on ne tient pas à ce point-là à envoyer son enfant à l'école alternative, qui est une école merveilleuse, soit dit en passant. Qui est curée à petit à Coinsville. Exactement. Puis, c'est quoi l'école alternative? On va laisser Julie. Ouais, c'est ça. Elle fait une thèse. La doctorante. Mais en fait, c'est ça, c'est quoi? Puis aussi, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que celle de Montréal ressemble à celle de Coinsville ou c'est vraiment... Il y a des similitudes. Dans le fond, une école alternative au Québec, c'est une école publique. Donc, déjà en partant, ça a les mêmes obligations que n'importe quelle école régulière publique. Ça a certaines particularités. Entre autres, on va essayer le plus possible de faire une grande place à l'enfant, à l'autonomie de l'enfant. On est très axé sur l'enfant, puis chercher à l'accompagner le plus possible à son rythme, là où il est rendu et tout ça. Et pour y arriver, ça nécessite beaucoup la collaboration, entre autres, des parents, des familles et tout ça, qui vont venir soutenir de différentes façons l'école. Okay. Donc, c'est vraiment l'élément central, c'est vraiment ça, la place que va occuper la communauté autour de l'école. Puis c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi qu'il y avait toute une communauté à l'école où on était. Donc, ce point-là, il est similaire dans toutes les écoles alternatives. Okay. Puis au Québec, il y en a 46 écoles alternatives. Donc, c'est pas un gros, c'est à peu près 1% des écoles. C'est pas un gros pourcentage. Il n'y en a pas énormément. Puis sinon, d'autres petites particularités, c'est des écoles, souvent, c'est des classes en multi-âge. Donc, première année, deuxième année, souvent ensemble, troisième année, quatrième année, cinquième année, donc par cycle. Donc, c'est ça. C'est vraiment... puis c'est ça. L'accent mis sur l'autonomie de l'enfant. Mais, tu sais, en gros, c'est pas si différent de l'école régulière. Il y a des professeurs, des écoles qui mettent en place des choses qui sont très, très alternatives aussi. Mais cette question de la communauté-là va venir distinguer beaucoup l'école alternative. OK, donc c'est fréquent qu'il y a des parents qui circulent, qui peuvent donner des... Ah, OK. Pré-pandémie. Pré-pandémie, ça revient tranquillement. C'est sûr que la pandémie a fait en sorte qu'il y en avait moins. Mais oui, c'est juste normal qu'il y ait des gens qui circulent dans l'école puis qui font toutes sortes de choses. Là. Qui viennent appuyer les professeurs. Ouais. J'étais hier soir dans une rencontre sur le comité jardin de l'école pour justement l'espèce de petit jardin qui se veut communautaire, ouvert à la communauté dans son sens large. Enfants, parents, voisins, quiconque passe a le droit de manger un petit pot mange-tout en passant. C'est l'idée aussi derrière. Ouais. Et ça image bien aussi... ce qu'amène l'école alternative, de vouloir être ouvert le plus possible sur le monde. OK. C'est vraiment basé sur la coéducation, en fait, où les enfants, les parents et les enseignants travaillent en équipe et puis sont plus ou moins sur le même pied d'égalité. Et en fait, on choisit tous ce type d'école où on a la chance de pouvoir y entrer pour des raisons particulières, mais dans le cas de la migration en région, en fait. Nous, c'était un choix qu'on a fait aussi parce qu'on est venu ici et on n'avait pas de soutien. On était tout seul. On avait, en fait,
tout notre réseau d'amis qu'on s'était créé en 10 ans à Montréal, on a tout quitté. Et c'était aussi un choix stratégique de pouvoir être dans une école où on avait notre place et où on pouvait se recréer un réseau social autour des enfants dans un premier temps, mais aussi avec des adultes qui ont les mêmes intérêts ou avec lesquels on a des affinités, en tout cas au niveau pédagogique. Puis après, il y a aussi quand même une énergie qui va peut-être plus, on s'en rend plus compte ici, mais il y a beaucoup de familles qui pratiquent le plein air. Alors, en se côtoyant dans un premier temps à l'école, on voit vite si le courant passe ou pas. Puis après, on est amené aussi à organiser puis à faire des activités ensemble. Alors pour nous, ça a vraiment été, en tout cas, un élément clé d'intégration, en fait, puis de se refaire des amis. Communauté. Là. Ouais. J'aimerais qu'on parle de vos enfants. Donc, Sacha, Milo, c'est tes enfants. C'est les miens, Élodie. Et Léo et Estelle, ça, c'est les vôtres. Ouais. Donc, j'aimerais que vous décriviez en un mot Léo. Énergique. OK. Et parlons de... Tu sais qu'il y a un petit gars qui en a dedans? Ça, c'est ton aîné? C'est très drôle parce que c'est exactement le mot que j'aurais utilisé pour décrire Milo. Ah ouais? Ah bon. Ils sont pas mal dans Ça, la c'est même... les deux qui sont nés le même jour. Ouais, Oui, Ah, ok. absolument. C'est peut-être, il y a Ils ont peut-être une quelque énergie. chose Ils sont en assez train de faire semblable. des mauvais coups, là. à l'école en ce moment, sûrement. Là, mais Mais c'est des enfants, effectivement, qui bougent beaucoup et qui ont tout à fait leur place à l'école alternative parce que, oui, on suit le rythme de l'enfant, mais on suit aussi ses spécificités. Alors, on n'est pas dans un cadre rigide, traditionnel, assis toute la journée de 8h10 à 15h20. Les enfants, dans le contexte même de la classe, sont amenés à pouvoir vraiment bouger, s'exprimer et faire les choses à leur rythme, mais aussi d'un point de vue intellectuel. Donc, quand ils sont plus avancés, ils peuvent aller de l'avant dans certains travaux, alors que d'autres vont prendre davantage de temps. Alors, oui, ça leur correspond. C'est comme un changement de paradigme où c'est pas, tu le rentres pas dans le moule, tu sais, disons, t'es assis puis tu fais ça, tu plus comme... Tu fais évoluer le moule. Évoluer le moule pour qu'ils suivent l'enfant. Et en fait, tous les enfants. Fait qu'il y a plusieurs moules. Puis c'est de l'impliquer là-dedans aussi, dans la conception de ce moule-là. Puis c'est beaucoup ça, c'est que les enfants sont impliqués dans la planification de leurs propres objectifs, puis il y a un retour qui est fait avec eux. Mais tu sais, je pense qu'une précision importante à dire aussi, c'est qu'on apprend aux enfants à évoluer dans une communauté aussi. C'est-à-dire que oui, tu sais, on va suivre ton rythme, mais il faut que ce soit en considération aussi des autres. Et donc, on va essayer aussi beaucoup de travailler les enfants entre eux, justement, à s'entraider, à se considérer. Tu sais, il va y avoir entre autres des conseils de coopération pour justement s'assurer que ça fonctionne bien dans la classe, faire des ajustements et tout ça. Donc, il y a tout ça qui est très important au cœur. Puis, tu sais, moi, j'ajouterais dans la description de nos aînés la curiosité. Je pense que les deux ont beaucoup ça. Vraiment beaucoup. Puis le milieu s'y prête bien aussi, justement, parce que quand tu as une curiosité, tu peux explorer à travers différents projets plus personnels, ces choses-là. Donc, ça, je pense que c'est très... Puis là, ça va être le temps de décrire les cadets. Donc, Élodie, pourrais-tu décrire en un mot Estelle? Non, moi, c'est Sacha. Sacha, Sacha, en un mot, créatif. OK. Cool. Dans sa tête. OK. 3 mots. Je vais employer un mot similaire pour Estelle. Je sais pas, Julie, c'est vrai? t'en penses? Oui, aussi. Créativité. Pas avec la même énergie nécessairement, mais Donc, vos enfants, c'est des grands chums, là. Ils sont déjà... Ils ont des affinités. Ouais, mais des fois, j'ai l'impression, à certains moments, parce que bon, c'est comme n'importe quelle amitié, c'est variable, mais j'ai l'impression que des fois, justement, peut-être que ces affinités-là ou j'allais dire ces qualités-là, ça peut des fois être considéré comme des défauts, mais le fait d'avoir des affinités aussi pareilles, des fois fait en sorte qu'il y a des moments où ils s'éloignent, notamment, tu sais, Léo puis Milo, il y a eu des moments où, justement, je sais pas, peut-être que cette énergie-là très forte, chacun... Ils sont trop pareils. Et à peut-être différents niveaux, chacun selon où ils sont rendus, faisait que, il y avait peut-être moins d'affinité, mais quand ils se retrouvent ensemble, ils s'entendent super bien, puis... Fait que, c'est ça, je pense que c'est comme deux positifs d'un aimant, là. C'est ça, peut-être, c'est un bel exemple. Là, Oui, puis je pense que Sacha et Estelle n'ont pas la même énergie non plus. Ils sont créatifs, mais disons, ça
ça se manifeste différemment. Sacha, Estelle est quelque part beaucoup plus discrète de prime abord. Oui. Introvertie, alors que Sacha est très expressive, volubile, beaucoup d'énergie physique aussi, mais ils ont tous les deux une certaine créativité. Un univers. Donc, vos enfants se côtoient, tu sais, depuis... Qui sont nés. Depuis toujours. Qui sont nés, mais c'est sûr qu'avant, sur une base moins fréquente qu'aujourd'hui, là où c'est quotidien. Parce que nous, on a déménagé ici à la fin de 2017. Donc, il y a quand même eu plus ou moins 4 années où on se voyait quelques fois par année, mais pas plus que ça non plus. Donc, mais à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille, là, mais la dynamique était quand même différente avant. Puis est-ce que le déménagement, ça a été difficile pour les enfants de se trouver des amis, tu sais, ou est-ce qu'ils s'ennuyaient un peu au début? Non, mais le déménagement n'a pas été difficile. Pour Estelle, ça a été très facile, là, puis même l'intégration. C'est sûr qu'en plus, Estelle est rentrée à la maternelle. Tout le monde est nouveau. Donc, tu sais, l'intégration se fait peut-être plus facilement. Elle ressent peut-être moins aussi le besoin d'être aimée de tout le monde. Elle vit plus avec sa solitude, disons-le comme ça. Capable d'être dans sa bulle. Oui, vraiment. Léo, ça a été un petit peu plus un défi. L'arrivée, ça s'est super bien passé. Tu sais, nous, on est arrivés en fin d'année scolaire. On a fait tout l'été ici. Ils ont un bois immense, une terre immense pour jouer. Donc, ça s'est très bien passé. La rentrée, Léo, ça a été un gros défi. On a passé un automne assez intense. Parce que lui, il avait déjà sa gang. Oui, oui. Sa gang depuis qu'il était rentré à l'école, qui était toujours la même, dans un petit milieu et tout ça. Puis il arrive dans un petit milieu avec une gang qui a toujours été ensemble. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est tout un défi d'intégration. Il voudrait que tout le monde l'aime tout de suite. Donc, c'est sûr que ça a été difficile. Mais là, depuis après Noël, ça va très bien. Oui, ça va vraiment bien. Ça s'est replacé. Il se sent apprécié et content. Puis vous, ça a été. Avez-vous réussi à vous faire des amis ou c'est-tu difficile, ça, d'arriver dans la nouvelle région puis de tisser des liens, disons? Non, pas tant. Ben, c'est sûr que, tu sais, il y avait Élodie et Joe, mais de manière générale, ben, c'est sûr, nous, c'est un peu particulier aussi parce que, bon, on a une entreprise qui est quand même relativement ouverte, entre guillemets, au public. On est un peu... en tout cas, dans mon cas, moi, je suis assez volubile, je suis assez grand gueule, fait que, tu sais, rapidement, on a tissé des liens, avec des gens. C'est sûr que les gens de Montréal, tu sais, on n'est quand même pas si loin de Montréal que ça non plus. Puis bon, de manière générale, de notre côté, en tout cas, là, on a eu quand même beaucoup de visites pendant l'été. Déjà, le fait que, bon, on est en campagne, pas très loin, avec un terrain qui est intéressant. Mais au-delà de ça, ben, tu sais, rares sont ceux qui ont des amis qui sont vignerons. Fait que c'est sûr que ça appelle beaucoup de gens à venir te visiter. À déguster. Et à déguster, oui, absolument. mais non, ça n'a pas... en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu du tout comme un défi. Là, L'école a aidé aussi. L'école a aidé, oui. Dans absolument. le fond, avant que l'école commence, à la fin août, on a fait comme... un événement. La fois où on avait le droit, on a fait un petit événement avec l'école, puis pour vrai, je pense que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de parents dans un même endroit. Ici. À l'extérieur, avec le directeur. Tu sais, on a comme organisé une petite rencontre préalable. La fête de la rentrée, finalement. Ouais. Puis, on était plus d'une centaine, je pense. Puis, fait qu'on a rencontré beaucoup de gens là. Puis, ben, ça reste un peu... Ah oui, c'est vous qui avez le vignoble. Donc, c'est sûr que déjà... tu tisses des liens, puis ça fait une belle carte d'entrée, disons. C'est ça. Puis on est des gens qui ont quand même une facilité à se faire des amis. Absolument. Puis bon, on a des amis qui avaient d'autres amis aussi, ça aide. La glace était un peu brisée ou craquée. Ouais. Ben, je pense qu'il faut faire la distinction aussi entre tout dépend ce qu'on cherche entre connaissances, réseau et amis. Puis une amitié, ça se tisse pas non plus en 6 mois. Alors, c'est assez facile si tu es actif ou intéressé socialement ou que tu as l'habitude de faire des activités, de fréquenter certains lieux culturels, publics, etc. Tu revois souvent quand même les mêmes familles. Je veux dire... si tu as l'habitude, par exemple, d'aller au théâtre ou au spectacle avec tes enfants, ben, c'est sûr que dans la région, il y a quelques endroits clés, tu vas recroiser du monde. Après, des fois, passer à l'étape au-dessus, devenir vraiment ami,
Ça requiert du temps et ça requiert aussi, moi je l'ai vu, il y a plein de gens que j'ai croisés au tout début, puis ça a pris 2-3 ans pour qu'il y ait une opportunité à un moment donné qui nous mette en contact de manière plus spécifique, personnalisée, puis que l'amitié vraiment émerge de ça. Fait que c'est un mélange des deux. Ça, j'ai l'impression plus je vieillis, plus c'est dur de me créer des nouveaux amis. Je sais pas si c'est parce que t'en as déjà un certain nombre que tu veux pas, comme... Je sais pas. Je pense qu'il y a une question de temps puis d'investissement de temps aussi. Je pense qu'Élodie, ce que tu soulignais, c'était... Je veux dire, tu peux pas avoir 10 meilleurs amis. Je veux dire, ça marche pas. Là. Non, j'ai l'impression que je parle comme un enfant du primaire. Là, mais tu sais, effectivement, c'est vrai que c'est time consuming. Pardonnez-moi l'anglicisme. Mais c'est ça, ça requiert beaucoup de temps aussi pour créer une amitié et l'entretenir sur du long terme aussi. C'est ça. Puis je pense qu'il y a une question d'affinité. Je veux dire, en vieillissant, justement, on a moins de temps. Fait que les amitiés qu'on veut développer, ben, c'est des amitiés presque, je dirais, ça clique à 100% ou non. Clé en main. Ben, on sait plus ce qu'on recherche, ce qu'on veut, le genre de personnes aussi auprès desquelles on a envie de s'investir. Alors forcément, je veux dire, tu tombes pas forcément dessus au coin de la rue plusieurs fois par semaine. Peut-être qu'on se met plus de blocage aussi, par contre. J'ai l'impression. Plus on vieillit, quand on est enfant, on s'en fout, on juge moins, blablabla. En vieillissant, on évite aussi avec la conclusion que moi puis lui, ça cliquera pas, alors que peut-être on laisse pas la chance. Donc, effectivement. Puis il y a quand même eu 2 ans de pandémie. C'est exactement ce que j'allais dire aussi. Quand même le nommer. C'est sûr que ça pose des obstacles. Là, avec toutes les périodes de confinement qu'on a eues, ça reste quand même... Il y a des robot phases. dans la salle. Il y a des phases aussi parce que ce que décrivent Julie et Félix, on l'a un peu vécu, c'est que quand tu viens t'installer en région, surtout en étant si proche de Montréal, en général, les 2 premières années, tu maintiens quand même des liens assez solides. Nous, au début, on allait à Montréal pour bruncher 1h30 de temps. Là. Okay. Ça nous faisait pas peur le dimanche. C'était pas... Mais au bout d'un moment, en fait, plus tu crées ta vie aussi, pas que tu perds ces amitiés-là, mais ça devient des amitiés plus ponctuelles au fur et à mesure que tu en recrées des plus quotidiennes ici. Puis tu as envie aussi d'avoir des amis sur place. Tu n'as pas toujours envie de faire 2 heures de route pour faire quelque chose d'intéressant avec quelqu'un. C'est drôle, il y a des bonnes places pour le brunch aussi dans la région. C'est ça. Mais c'est drôle, c'est une de mes questions justement parce que on dit souvent des cantons de l'Est ou de Brome-Missisquoi que c'est un des attraits, c'est que c'est pas loin de Montréal. Mais en fait, moi, je me rends compte que j'y vais pas tant que ça non plus à Montréal. Puis ça pourrait être à 3 heures, au fond, ça changerait pas grand-chose. Je me demandais, vous, réellement, là, à quelle fréquence retournez-vous à Montréal? Spectacle, moi pour parler pour moi, c'est un peu différent parce que je vends le vin. Fait que je suis appelé à faire des livraisons, je suis appelé à aller chercher des livraisons aussi, que ce soit des bouchons, des bouteilles, des éléments liés au travail. Mais moi, j'en profite pas mal tout le temps pour aller voir quelqu'un cette fois-là, ça va changer la fois d'après. Puis j'essaie de mixer un peu tout ça. Puis effectivement, je pense que c'est un élément important que Élodie soulignait tantôt, mais tu sais, moi, je veux dire, toute ma famille est à Montréal aussi. Effectivement, moi, c'est sûr que j'essaie de combiner des éléments travail, famille, amis aussi. Là. Fait que moi, de mon côté, j'y retourne quand même assez régulièrement. OK. Julie, tu sais, on y va pour des spectacles aussi. Okay. Mais là, c'est sûr que la dernière année, dans notre cas, là, mais la dernière année, c'était mort. Fait que c'est sûr que c'est moins attrayant. Mais tu sais, je pense qu'on peut dire 1 fois par mois, 1 fois par 2 mois, quelque chose comme ça. Ah, OK. Moi, j'y vais plus souvent. Mais c'est pour le travail. Et puis, moi, c'est un petit peu pareil. Au début, j'y allais beaucoup dans le cadre de mon travail. Okay. Puis, en fait, ça a fait une grosse différence, nous, dans l'idée d'aller vivre en région, puis dans la transition. Parce que, comme je disais, ça nous faisait moins peur déjà, parce que c'était pas forcément très loin. Dans la transition, on pouvait garder... au début, on est resté propriétaire de notre maison à Montréal. Ensuite, on l'a louée. Fait qu'au niveau de la gestion de cette transition-là, c'était assez facile. On pouvait y aller de temps en temps pour faire les suivis qu'on avait besoin de faire, ce qui aurait été pas le cas si on avait déménagé sur la Côte-Nord, par exemple. Non, c'est ça. Aussi, un élément important pour nous, c'était que ça reste proche de l'aéroport parce qu'on est amené à accueillir de la
famille ou à voyager souvent ou régulièrement. En tout cas, on prend quand même l'avion minimalement 1 à 2 fois par an où on va chercher des gens. Fait que pour nous, ça restait important aussi que ça reste facile pour nos parents, pour nos familles de venir. Fait que c'est surtout dans l'idée de migrer en région, moi, que il y avait quelque chose de rassurant. Maintenant, dans le quotidien, surtout après la pandémie, on y va assez rarement, je dirais. C'est ça. Ou alors, ça va être pour voir des amis, mais on va combiner. Mais je veux dire, c'est une fois tous les quelques mois. Là, je veux dire, on n'est plus sur une base récurrente comme au début. OK, quand même. Donc, ça serait pour... Puis les raisons seraient pour aussi aller voir des amis, puis... des spectacles, ça c'est le classique. Mais parce qu'on travaille ici aussi, parce que, je veux dire, au début, moi, j'ai continué à travailler à Montréal pendant un certain temps. Ce que ça permet, en fait, que ce soit proche de Montréal, c'est que tu peux faire une transition à moitié, puis avoir quand même quelqu'un dans le couple qui continue à aller à Montréal ou avec son propre véhicule, ou en covoiturage, ou avec l'autobus, travailler dans le bus, revenir le soir, ou, s'il est en format hybride, aller au bureau à Montréal 2 jours par semaine, puis revenir là. Nous, on n'y va plus aussi parce qu'on travaille ici. Mais je pense que c'est différent. L'emploi, c'est un autre enjeu. Alors... moi, par rapport à ça, ma vision, c'est que si tu as le désir de t'installer en région, c'est quelque chose qui se planifie et qui se fait étape après étape. Je veux dire, nous, on a procédé par bout, mais tu peux pas décider du jour au lendemain de tout quitter puis de venir là. Avec des enfants. Pour que ça se passe bien, il faut que tu planifies. Puis que tu le fasses de manière relativement sécuritaire, entre guillemets. Il faut que tu te garantisses quand même qu'un des deux est un emploi, le logement. Il y a quand même des choses clés à garantir avant de venir là. Puis toi, donc, ton copain est venu pour l'emploi. Oui. Mais toi, il a fallu quand même que tu trouves un... Oui, moi, j'ai quitté mon emploi à Montréal. Ça a été comme transitoire. Mais en même temps, nous, au début, c'était pour 5 mois. Alors, on avait loué un logement meublé. On l'a testé, on l'a aimé. Fait qu'après, on s'est dit, OK, on reste. Mon conjoint avait été prolongé. Fait qu'on a décidé de ne pas vendre notre maison à Montréal, mais de la louer sur le long terme. Donc, on a rapatrié nos meubles. On a loué une maison ici. Et finalement, 3e étape, on a décidé de vendre et on a acheté. Puis Parce qu'il y avait quand même, comment dire, une alternative où il y aurait juste pu avoir sa job pendant 5 mois, puis là, il aurait fallu retourner. Mais là, après, c'est des choix de famille. Nous, on se dit, au pire des cas, on va aller passer l'hiver à la montagne, puis ça va être parfait. Puis on va revenir à Montréal dans notre maison qui n'aura pas bougé, tu sais. Puis si ça avait été le cas, les enfants auraient pris une poste de garderie. Puis probablement que j'aurais pas fait le choix de quitter mon emploi tout de suite non plus. Mais ça s'alignait quand même assez bien. Et j'ai eu droit au chômage pendant 6 mois, ce qui m'a permis de vraiment aussi accompagner cette transition-là parce que ça prend du temps avec des enfants, c'est beaucoup d'énergie, puis il faut être disponible. Alors, refaire cette place-là, là, ça fait que ça a été vraiment bien pour ça. Là. Puis on a pris conscience on a réorienté un peu notre vie aussi. Là. Puis là, vous êtes installés. Puis tout se passe bien. Les autres ici, il manque juste peut-être le logement, que c'est encore un peu... Non, mais un peu camping. C'est ce que Julie m'a dit, là, que c'était dans les plans de peut-être faire évoluer la chose. Mais dans le fond, on reprendrait l'idée là où nous vous accueillons actuellement. C'est ça, c'était anciennement la boutique, en fait, que nous, on a réaménagé pour en faire notre petit nid. mais oui, nous, là-dessus, ça a été du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à ce qu'on ferme la boutique, qui était ouverte au public jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tout l'été dernier. On a habité dans une roulotte de 13 pieds de long avec 2 enfants et un gros chien que vous avez vu en entrant, qui heureusement n'était pas aussi gros que ça à l'époque. Mais c'est ça, on faisait du glamping. Je ne me rappelle plus exactement la définition, mais bon, on dormait dans la roulotte, mais on utilisait l'infrastructure qui était ici. Mais là, quand on a fermé la boutique, on a repris en main complètement l'espace ici. Mais à terme, l'idée, c'est de notamment construire des chambres au 2e étage, se faire
un nid légèrement plus grand et confortable. Puis peut-être dire qu'on a essayé d'acheter quelque absolument. chose ou de louer quelque chose. Puis au moment où on est arrivé, c'était pas vraiment possible. En fait, le nombre de logements disponibles était très, très limité et les prix sont devenus vite exorbitants avec des surenchères incroyables. Donc, c'est très prenant aussi en termes d'énergie. Donc, ça a été notre décision aussi de dire OK, on arrête ça, puis on se concentre. Puis aussi, de manière financièrement, c'était beaucoup plus intéressant pour nous de garder nos sous pour investir ici que d'acheter quelque chose, de louer quelque chose temporairement. Là, donc. Mais là, vous, c'est que ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous avez fait le move, mais c'est aussi vous avez fait le move de passer de toi, tu travailles en événementiel, toi, enseignante. Oui, j'étais enseignante au cégep. Puis là, vigneron, les deux mains d'un vigne. Je pense pas nécessairement non plus que c'était comme nécessairement ça. L'idée à la base, depuis 20 ans, on veut devenir vigneron. Fait que comment ça s'est fait, tout ça? Tu sais, j'ai parlé du chalet plus tôt. On s'est confiné là-bas. Ouais. On avait déjà une ferme maraîchère qui était nos voisins là-bas. Puis là, pendant la pandémie, ça a été plus. On a vraiment mis les mains dans la terre. Puis on avait aussi un couple de personnes âgées là, qui n'étaient pas très loin, qu'on aidait beaucoup. Donc, commençaient à être un peu âgés pour prendre soin d'un immense jardin. Donc, on leur donnait un coup de main, ils nous ont prêté une parcelle et tout ça. Donc, ça a été un des aspects de notre choc du retour en ville, de ne plus avoir les mains dans la terre. Ben oui. Donc, c'est pour ça qu'on disait qu'on cherchait, là, quand tu m'as bien cité tout à l'heure, là, on cherchait une maison, mais avec un coin de terre à cultiver. On ne s'attendait pas, par contre, à ce que ça devienne notre occupation principale et que ce soit un vignoble. Non, parce qu'on a toujours été des amateurs... d'abord des amateurs de vin, des amateurs de vin québécois. On est très, très porté vers le bio, le local et tout ça. Mais quand on a vu la place ici, parce que bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, nous, on a centré nos recherches sur le territoire de l'école. Il y avait toujours cet espace-là qui revenait. On en rêvait, mais bon, ça semblait quand même être un rêve lointain et inaccessible. Un peu fou. Un peu fou, oui, quand même. Puis quand Julie m'a dit hey, on va le visiter, on va voir, moi, dans ma tête, j'adore mettre les mains à la terre, j'adore être dehors, j'adore tout ça, mais je suis comme, mais il y a tellement de gens qui font du bon vin, on va juste leur acheter du vin à eux, puis nous, on va faire d'autres choses. On a d'autres cordes à notre arc. Mais finalement, c'est ça, on tombe en amour avec la place. Puis, peut-être faire une petite transition là-dessus, c'est que non, on n'avait pas ces connaissances-là à la base, mais je pense que, en tout cas, dans le cas de Julie et moi, on a une très grande force. D'abord, l'humilité de savoir qu'on connaît pas tout, ou dans ce cas-ci, qu'on connaît presque rien. Mais on a aussi, une force qui est de savoir s'entourer. Puis, tu sais, nous, on a rapidement mis en place un espèce de réseau qui est venu nous appuyer, nous aider, nous conseiller, autant dans le champ que dans le chai. Le chai étant le lieu où on fait le vin. Donc, tu sais, on a des bases solides, même si c'est pas intrinsèque à nous. Et puis, ben, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de secret. Avoir les mains dedans, la courbe d'apprentissage, elle est extraordinaire. Je veux dire, on apprend tellement vite. Tu sais, l'exemple que je donnais au début, là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça, mais entre le moment où on a acheté et le moment où on a pris possession, ça a été quand même, c'est un très, très long processus, acheter une terre agricole. À travers ce processus-là, donc offre d'achat acceptée, je me rappelle plus. Fin janvier. On est passé devant notaire le 7 mai, c'est long. Et c'est une période qui est vraiment un crunch ici, c'est-à-dire que là, à partir de maintenant, cette semaine, on a enlevé les premières toiles hivernales. Ça demande beaucoup de travail au champ. Donc, on venait beaucoup déjà sur place. On mettait beaucoup les mains à la pâte. Mais c'est ça, c'est d'avoir les mains dedans, c'est là où je m'en allais, c'est qu'on a pris une formation pendant cette période-là sur la taille des vignes, mais entre le voir sur un écran, parce qu'évidemment tout ça donnait par Zoom, et tailler 8000 pieds de vigne, ben, je veux dire, tu l'apprends comment tailler des vignes, puis tu comprends l'impact que chaque mouvement que tu fais a. Donc, cet apprentissage-là, il est vraiment extraordinaire. Puis je pense que rapidement, les deux, la question s'est plus posée. Là, on a eu la piqûre. Puis, voilà.
Puis là, c'est quoi la suite des choses? Comment on peut goûter vos produits? Est-ce qu'on peut venir vous voir? Comment ça fonctionne? Ben absolument. En ce moment, on a commencé les embouteillages. Pas ceux de Montréal, là, les embouteillages, la mise en bouteille. C'est Là. ça. Là, c'est votre Wow. première batch. C'est votre première C'est notre première cuvée à cuvée. vous Ouais. deux, c'est ça. Ok. Oui, Ouais, c'est absolument. notre première cuvée là, qu'on commence à embouteiller. Nos étiquettes sont sur le point d'être finalisées, devraient partir en impression demain. Donc, on est là. Puis, on ouvre officiellement. Là, dans le fond, on est en train d'aménager notre nouvel espace boutique à l'extérieur. On ouvre au mois de mai, le 21 mai. Puis, là, il y a plein de choses qui sont sur la table. Il y aura certainement des jeudis 5 à 7 avec des événements culturels dis-en et pas tout trop. ça. Très cool. Puis oui, les gens peuvent venir nous voir, goûter les produits. Puis là, c'est ça. On a quelques petites boutiques et bientôt restaurants qui auront nos vins. Donc, OK, super. à suivre très, très bientôt. Donc, domaine du petit bonheur. À quoi? Puis, il y avait un aspect qui était intéressant aussi que toi, Félix, tu viens du monde de l'événementiel. Puis je pense qu'il y avait peut-être une idée de recréer quelque chose un peu ici. Oui, Peut-être un rêve. à différentes échelles que ce que je faisais avant. Là, moi, j'avais les pieds dans l'asphalte puis d'un cône orange du centre-ville de Montréal. Puis qu'est-ce que tu faisais avant, justement? Moi, j'ai eu une entreprise pendant 8 ans en événementiel, mais j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. J'ai travaillé pour la plupart des grands festivals au centre-ville de Montréal. Là, ma spécialité, c'est principalement la direction de production, OK. direction opération, producteur. Mais moi, une de mes grandes spécialités, c'était de fermer des rues du centre-ville puis de faire des liens avec les différents intervenants externes, c'est-à-dire surtout Ville de Montréal, partenariat, quartier des spectacles, Ouais. les pompiers, la police, tout ça. Mais pour répondre à ta question, l'idée, j'amènerai pas de cône orange ici, mais Juste du l'idée, juste du vin, ouais, c'est ça, cette partie-là, on va la garder. Mais l'idée de recréer un espace qui se veut un espace accueillant pour le volet culturel. Moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu culturel, mais tu sais, que ce soit multifacette, là, que ce soit de la musique, du cirque, de la danse, de la poésie, tu sais, je veux dire, mais à plus petite échelle. Et aussi beaucoup rester dans cette communauté-là. On revient, ça boucle la boucle avec l'idée de l'école dont on parlait tout à l'heure, mais tu sais, de rester dans quelque chose qui de la région aussi, Ouais. parce que c'est assez riche de manière générale. Mais tu sais, oui, c'est sûr que cet apport-là est extrêmement important aussi pour nous, les arts visuels. Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là aussi. OK. Fait que tu sais, il y a comme quelque chose, on a un lieu exceptionnel. Il y a un filon là, à Absolument, exploiter. vraiment. Vous avez comme une grange immense là, de Oui, Laurent, oui. carré qui pourrait être intéressante. Mais on a la grange aussi. Notre rêve, en tout cas le mien beaucoup. Oui, là, absolument. la grange, on aimerait la rénover en un espace justement OK. culturel. Et bon, j'ai dit, je suis prof d'un lieu aussi. On aimerait qu'il y ait de la formation. Donc, c'est vraiment ça l'idée, là, que ce soit vivant. puis, Université populaire, hein, tu ouais, m'avais dit. C'est mon rêve. C'est très cool. Fait que ça serait un endroit d'apprentissage de toutes sortes où on vient Oui, suivre un cours. Absolument. Autant de niveaux plus justement universitaires que techniques, apprendre à faire des conserves ou des choses comme ça. Il y a déjà des c'est choses cool. qui se font, des belles initiatives en région. Donc, Puis là, le but, ce serait pas d'avoir 90%, là, ce serait juste d'apprendre quelque chose. Puis, exactement. Exactement. Sans évaluation. phew. C'est ça. Ouais. Mais si t'as 90% dans tes conserves de cornichons, c'est vraiment bon. Là, pour toi et ceux qui le mangent. Exact. Puis, toi, Elodie, il y a quelque chose que j'ai vu que tu faisais. Ben, premièrement, tu t'impliques pour un organisme qui s'appelle la Récolte des Générations, Oui, je suis administratrice au sein de la récolte. qui est un super organisme. Je ne sais pas si tu voulais m'en Oui, laisser en fait, c'est un OBNL basé à Denham qui vise à créer des liens intergénérationnels en organisant des activités autour du jardinage et de l'horticulture. Alors, on a un jardin collectif, c'est-à-dire, c'est pas un jardin communautaire, c'est un jardin collectif qui est vraiment créé, entretenu par l'ensemble de la communauté et qui se trouve, et une serre, qui est aussi mise à la disposition de la communauté, comme en ce moment même, là, pour partir des semis, Là, c'est les semis, etc. ouais, c'est ça. Et donc, le jardin et la serre se trouvent sur le terrain de la résidence pour aînés à Denham. Ouais.
Et donc, c'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange, en fait, entre, avant la pandémie, les personnes de la résidence. C'est sûr que là, on a eu beaucoup d'enjeux avec les contraintes sanitaires pour organiser des activités de maillage parce qu'on travaille avec les enfants de l'école de Denham et les personnes de la résidence. Mais en dehors de Denham, en fait, la Récolte des générations aussi a implanté d'autres modèles du même genre dans Brome-Missisquoi. OK. Via, en fait, des commandes d'organismes communautaires et tout ça. Mais l'objectif, c'est vraiment de créer ces lieux de rencontre, puis aussi de travailler l'approche du jardinage selon son cycle. Donc, des semis, ouverture, entretien des jardins, récolte, transformation. Et avant, les produits étaient vendus au marché de Noël locaux, par exemple. Fait que ça, c'est un exemple de cycle et aux différentes étapes, on implique et les enfants et les personnes âgées. Puis, globalement, en fait, les personnes de tout âge qui ont envie de contribuer. N'importe qui de Denham peut venir s'impliquer. Oui, parce qu'on a des 5 à 7 du jardinier, par exemple, où c'est vraiment des personnes à la retraite qui, justement, viennent s'installer dans la région, qui ne connaissent pas grand monde. Ben, il y a comme un point de rencontre qui est là. Oui. Des personnes qui n'ont pas forcément de jardin chez eux non plus, chez elles. Donc, c'est vraiment des occasions... Ou pas de serre, tu sais. Oui, la serre, on loue des tables à qui le veut et c'est, je veux dire, c'est des jeunes comme des moins jeunes. Mais le jardin, ça peut être, je veux dire, comme Julie et Félix disaient tantôt, tu as envie de mettre les mains dans la terre, t'as pas envie de te partir un jardin pour toi tout seul ou quoi, tu peux venir le faire dans ce contexte-là. Et donc, on offre différentes activités agriculturelles, alors qui mélangent vraiment agriculturel, le fait d'être en contact avec la nature, avec le jardin, les plantes et en même temps, des animations culturelles. On fait des projections de films, on organise des spectacles, des contes et d'autres sortes d'ateliers. Il y a aussi une série d'ateliers qui s'appelle Mutatis, qui sont des ateliers plus de formation, justement, pour apprendre à mieux connaître les ressources qui nous entourent dans Brome-Missisquoi, puis à les identifier, à pouvoir faire de l'autocueillette, à savoir quelles sont les propriétés de telle plante, tel type d'aliment, les transformer, les conserver par soi-même. Ça, c'est des ateliers que toi, tu c'est une série que j'ai créée, que j'ai lancée l'année dernière. Et c'est vraiment, là aussi, pour créer des occasions de rencontre je dirais plus intragénérationnel aussi, parce qu'on s'est rendu compte que oui, il y a de l'isolement des personnes, des aînés, mais il y a aussi beaucoup d'isolement au sein des familles, puis de notre propre génération, en fait. Avec la pandémie, il y a beaucoup de gens même qui sont venus s'installer dans la région, puis qui n'ont aucune occasion de rencontrer des gens. C'est ça. Et d'apprendre à découvrir ce territoire-là. Alors, l'objectif, c'était vraiment de recréer du lien, un réseau de soutien, en mettant en contact la population avec des entrepreneurs, des producteurs locaux qui, oui, partagent leur savoir, mais qui deviennent aussi éventuellement des points de contact puis des points ressources quand toi, tu vas être chez toi puis tu vas vouloir le faire, ton kimchi, mettons. Eh bien, tu sais... Tu vas pouvoir appeler Anne de Jardin en Mouvement. Exactement. Fait que oui, il y a le fait de rencontrer ces personnes-là puis de se laisser inspirer un peu par leur approche puis ce qu'ils font. Mais il y a aussi le fait parce que c'est dans des contextes quand même qui se veulent assez informels, de ne pas avoir peur par la suite de reprendre contact avec ces gens-là puis d'aller chercher les informations dont tu as besoin pour développer tes connaissances puis ton autonomie alimentaire. Et il va y avoir un atelier ici. Et oui. Fait qu'à la fin du mois d'avril, on se retrouve au domaine du Petit Bonheur pour apprendre à tailler la vigne et déguster des vins. Ah ouais, apprendre à déguster, ça pourrait m'intéresser. C'est un art quand même, là. Faut savoir quoi goûter. Puis, fait que oui, ça, c'était... Êtes-vous rendu, ça me fait penser, êtes-vous rendu le cracher, est-ce que c'est nécessaire? Oui, moi, la première fois que je me suis rendu compte de ça, c'est quand on avait une formation, il était 9h le matin, puis on avait 10 verres devant nous. Je me disais, OK, là, non, ça va pas fonctionner. Il faut absolument cracher. Wow. Moi, je les ai pas crachés. Lui, il les a pas crachés. 9 heures? OK. Ah, ouais. Puis c'était à Saint-Hyacinthe, quand même, il fallait revenir. Là. Oui, c'est ça. oui. Il s'en rappelle pas trop.
Bien Non, sûr. quand même, c'est des petites quantités. OK. Merci de me sauver. Donc, c'est un art, carrément, la dégustation. Oui, absolument. Ouais. Puis je veux dire, on est tellement néophytes là-dedans. Là, Oui, puis c'est ça, on est très. On y va beaucoup avec humilité là-dedans, là, Oui, donc oui, on est il encore faut en de toute apprentissage façon, là. nous-mêmes. Là. Parce que déjà, tu sais, c'est un langage, le vin, puis c'est un langage qui parfois Ouais. est un peu inaccessible, ou du moins semble inaccessible. Il y a quelque chose d'un... En tout cas, quelque chose d'un peu snob là-dedans. Quand même, absolument. Que des- Oui. Pas Puis- forcer puis- personne. non, mais absolument. Puis je suis tout à fait d'accord. Puis je pense que ça fait partie des objectifs un peu sous-jacents de ce que nous, on veut faire, c'est de le démocratiser le plus possible. Puis, tu sais, je veux dire, le bon vin, c'est peu importe le prix, peu importe le type de bouteille, c'est avec quitté aussi. Là. Ben Je pense oui. que ça joue beaucoup. C'est clair. Puis tu sais, je veux dire, il y avait un sommelier qui est venu déguster hier les vins. Puis, tu sais, je veux dire, c'est juste. D'abord, c'est très beau à entendre, mais après ça, le référent, ben, c'est pas tout le monde qui l'a, tu sais, c'est pas tout le monde. Et puis, je veux dire, moi, je l'ai pas, ce référent-là encore. Je veux dire, c'est quelque chose qui se développe, mais quelque chose qui se développe sur du Des long années. terme, là. Puis c'est vrai sur toutes sortes de choses. Je veux dire, si t'es amateur de bière de microbrasserie, c'est la même chose. Amateur de scotch, je donne des exemples d'alcool, là. Pas que je suis alcoolique, mais je veux dire, c'est la même chose avec des kimchi. Je vais prendre l'exemple, merci Elodie. Mais, ou des cornichons, comme je parlais tantôt, je veux dire, tu sais, tu peux aller chercher des saveurs puis des éléments là-dedans qui Le sont. café. Le café. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, tout se développe. Moi, j'ai vu dans un article qui était écrit sur vous à l'époque que tu étais amateur de bière, justement, de microbrasserie. Oui. Donc, tu serais un peu un intrus là, dans le monde du vin. Oui et non, c'est intéressant comme. Parce que. Sais-tu que la route des vins de Brome-Missisquoi inclut aussi toutes les microbrasseries? Ah, hein? bon. Alors, on dit C'est route des incompatible. vins, mais tu sais, c'est comme C'est plus large. complémentaire. C'est pas l'un ou l'autre. non, C'est ça. complémentaire. J'ai dans ma cave, je dois avoir pratiquement autant de bouteilles de vin que de vin de garde, là, Wow. que de bière de garde. Là, C'est quoi tes bières de choix? Ben moi, je suis un grand fan, puis c'est pas parce que c'est à 8 minutes, puis c'est pas pour ça qu'on a déménagé ici, mais Donham, c'est vraiment quelque chose. Je suis vraiment un amateur de bière. J'aime beaucoup les assemblages aussi. Barriqués, les trucs barriqués. Ouais, c'est ça, des trucs. Je suis un grand fan de la brasserie du lac à Saint-Gédéon, là, au lac Saint-Jean, qui font des assemblages exceptionnels de toutes sortes de. Ça, c'est quoi le nom? La brasserie La du lac. microbrasserie du lac. Microbrasserie Ok. du lac, Saint-Jean. OK. Ouais. Wow. Mais ouais, c'est ça. C'est riche. Puis tu sais, je veux dire, on est vraiment bon au Québec là-dedans. Puis Mais c'est très complémentaire, ceci dit. Donc, c'est Absolument. pas en opposition du tout. Non, c'est clair. c'est à ces moments. Ouais, exact. Mais tu sais, on parle des ateliers et tout, puis ce que vient de dire Félix, je pense que c'est vraiment important, c'est que aussi faire ces activités-là, tu sais, permettre aux gens de découvrir les produits, tu sais, de voir comment c'est fabriqué, le temps que ça prend, mais ça donne aussi beaucoup de valeur parce qu'on parle d'acheter local, d'acheter bio et tout, mais il y a plein de gens qui franchissent pas cette étape-là parce que ça reste plus cher, mais aussi parce qu'ils savent pas toutes les étapes qu'il y a derrière la fabrication de tel ou tel produit, puis le temps qui est investi et le travail que c'est. Alors, c'est aussi une manière de faire voir aux gens, tu sais, et puis de les encourager, tu sais, des fois, d'avoir le lien humain, tu es aussi plus porté par la suite À supporter. à soutenir, parce que tu as un visage là derrière oui. un produit, puis tu sais qui c'est, puis tu comprends, tu sais, qu'est-ce qui est fait, quelle est la démarche et tout. Alors, je pense que c'est un peu aussi l'objectif de ce qu'on essaye de faire. Puis, en termes d'implication, il y a super belles initiatives dans la région. Puis, tu sais, la plupart des gens qui viennent ici, je pense, ont le goût de s'investir. C'est une région qui est quand même connue pour son entrepreneuriat, puis sa créativité. Et je pense que c'est juste de trouver la cause ou l'organisation qui nous rejoint plus personnellement ou parce qu'elle est plus proche de nous sur le territoire où on vit. Ou si je reprends l'exemple de la récolte des générations, moi, quand je suis venue m'installer dans la région, ça a été un organisme clé pour moi dans mon intégration. OK. Dès qu'il y avait une activité culturelle ou autre, on allait aux corvées de jardinage avec les enfants en famille parce que c'est très inclusif. On allait voir les spectacles qui étaient programmés. C'est là qu'on a rencontré des gens. Et pour moi, j'ai fait ce choix d'implication-là parce que ça a été vraiment une organisation qui a été clé dans ma vie ici puis ma manière de m'intégrer.
Donc, ça te rejoignait. Puis, Mais il y en a plein d'autres. ouais, c'est Puis ça. je pense que ça dépend de nos affinités, de nos intérêts. Il manque pas dans la région de monde motivé avec des projets. Là. Ça, Non. c'est quelque chose qui manque pas. Là. Mais ce qui est le fun aussi ici, c'est que si les gens qui ont une idée, souvent la réalisent. Ouais. Parce Ouais. que peut-être parce que tu es en région, justement, puis que tu te dis, ben, si je le fais pas, je l'aurai pas. Tu sais, moi, égoïstement, j'ai organisé les ateliers que j'avais envie de suivre. Tu sais, je veux dire, wow. non, mais tu sais, puis je pense que pour beaucoup de monde dans la région, c'est ça, tu sais, Julie et Félix, tu sais, tu construis le vignoble, tu sais. Que t'as envie. Puis c'est d'où le changement de nom, d'ailleurs. Oui, tu sais, oui, c'est que absolument. tu construis le projet que tu as envie de voir naître. Mhm. Puis peut-être qu'à Montréal, ça se fait de manière moins spontanée parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Fait que tu finis Ouais. toujours par trouver quelque chose qui comble ce besoin-là. Mhm. Mais quand tu es en région, la dynamique est différente aussi. Là, c'est l'heure de la question qui déchire. Êtes-vous prêts? Donc, votre enfant préféré? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ceux des autres. Oui, j'allais répondre en blague, Sacha, c'est juste pour vous mêler ouais, tout ça. c'est ça. Non, c'était une farce. Vin français ou vin québécois? Ben, québécois. Ah, Ok. ça dépend des moments. Oh. Les deux. Moi, je prends tout. Ça se prend tout. Mais oui, mais non, si local, j'ai à choisir, local. vin québécois. Absolument. Pas moi, vin québécois. All the Ouais, way. vin québécois. Il a dit, tu. Vin québécois. Ben, moi, je me sens plus québécoise que française, rendue là dans mon vie. ouais. Mais ouais. OK. Il se fait des choses au Québec tellement créatifs qui sortent tellement des sentiers battus. Là. Il y a vraiment une belle effervescence en ce moment au Québec. Puis c'est vraiment très stimulant d'en faire partie puis de goûter à tout ce qui se fait. Faut juste réussir à mettre la main là-dessus. Oui. là, des fois, Je pense qu'il faut briser. Les codes. Faut briser les codes, oui, mais il faut briser l'image qu'on a du vin québécois aussi. On n'est plus il y a 20 ans, C'est on n'est terminé, plus il y a ouais. 15 ans. La courbe Ouais. qualitative, elle est extraordinaire, principalement dans les 5 dernières années, puis Principalement ici. encore Ben, en plus. plus, ben oui. Mais il y en a un peu partout. On est la là, au région Québec, là. viticole du Québec. Le berceau. Le berceau, exact. Ben, il y a eu récemment une étude, dans le fond, et sur, je pense, les 5 vignobles qui retenaient l'attention au Québec, il y en avait 3 ou 4 qui étaient Ben, Ouais, c'est c'est ça. clair. dans Bromsissois. C'est clair. Ok. Ils sont tous ici. C'est pas vrai. Ben, super cool. Écoute, je vais terminer l'entrevue avec un ça ou ça où je vous donne 2 choix. Puis vous me dites OK. votre choix et pourquoi. Alors, matin ou soir, votre période préférée? Matin, définitivement. Mais Quelle heure, mettons? Ton heure préférée? Mon heure préférée, 7h30 quand les enfants embarquent dans l'autobus, puis que je suis là, puis que c'est calme autour de moi, c'est beau, c'est Ouais. frais, il y a la forêt. Super. OK. Ah, moi, je pense que je suis plus soir. OK. Ouais. Plus soir, puis j'irais même comme plus 5 à 7, mettons. Je ramènerais ok. ça un peu. Début de soirée, genre. Ouais. quand le soleil se couche, puis que là, Sur il y a le une vignoble. espèce de tranquillité qui tombe, là, il y a quelque chose de... Puis, oui, moi aussi, je suis un oiseau de nuit, là, donc, ouais, le soir. Appréciez-vous quand même d'avoir un horizon, la vue, Ouais, c'est une belle vue ici, hein, Ouais, ouais. comparé... Incroyable. On a des deux bords en plus, parce que nous, on a Ouais. le soleil qui se lève sur le Mont Sutton de l'autre côté, Ouais. puis qui se couche sur le vignoble. C'est quand même pas Très très. cool. Papy. On est privilégiés. Ouais. Moi, c'est quelque chose à Montréal que j'ai toujours... qui me manque, c'est comme t'as Ciel. pas de vue. Tu Ouais, peux jamais voir l'horizon. plus loin que comme 100 mètres parce qu'il y a toujours des Ouais. buildings ou des trucs. La première Euh, fois qu'on est retourné à Montréal, je pense après avoir déménagé en région, je pense que mon aîné avait 5 ans, puis on se stationne dans Hochelaga Maisonneuve, puis la première chose qu'il me dit, c'est « Hey maman, il y a donc même pas beaucoup de forêt ici. » Ah ouais. Ah, C'était comme... il ouvrait des yeux de même, il était comme « Où sont les arbres? ouais, c'est ça. Ah, il a raison. » Ben ouais, Euh, on y prend vite goût. Ouais. Mais hein. Ben, en fait, j'ai grandi ici, je peux pas. Hiver ou été? Hiver. Ah, ça, c'est top. Ah ouais, ok. Été. 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 On est pas On s'aime bien! Ouais, c'est parfait. Ouais, j'adore l'hiver. J'aime faire du ski, j'aime la neige. Mais l'été, c'est la liberté, effervescent. c'est la chaleur, c'est les rencontres. Pas besoin d'habiller les enfants. Oh, ouais. Ils ont vécu ici, ils sont trop tannés de l'hiver, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment tombée. Je pense que j'ai décidé de rester vivre au Québec le jour où je suis. À T'as vu une l'époque, je tempête de travaillais dans neige? une boulangerie.
terminais à 20h le soir au salaire minimum. Puis là, je suis sortie, puis première tempête de neige, genre début novembre. Je sais pas, 50 cm. Puis là, je remontais la rue, j'avais de la neige jusqu'au tibia. Puis c'était beau, c'était calme, ça flottait dans l'air, il y avait de la lumière. Puis j'étais comme, T'sais, nous, en France, pourtant, je viens d'une région où il y a des montagnes et tout, mais on vit pas ça. Ce que j'aime, c'est le contraste des saisons, en fait. C'est même pas une saison, c'est le contraste des saisons et le fait que chacune ait ses activités. Ça prend l'été pour apprécier l'hiver, ça prend l'hiver pour apprécier l'été. Ouais. Puis c'est ça qui fait que, quand la fin de l'été arrive, c'est comme juste le bon moment pour dire, OK, on se retrouve là, dans la maison, on allume un feu. Puis alors que là, quand l'hiver se termine, ben, c'est justement juste le bon moment pour comme là, ça commence. Puis de neige, puis là, c'est comme, OK, on va j'enlèverais peut-être un petit mois là, de l'hiver, mais bon, ce serait pas pareil. Ouais. Mais justement, spécialement, moi, je trouve dans la région, l'hiver est nécessaire quasiment pour comme te reposer. Puis aussi, c'est moins touristique et tout, mais c'est plus tranquille. Puis après ça, l'été, ça repart. Ouais. Vin blanc ou vin rouge? Blanc. Rouge. OK, on dit. Entre les deux, je vais dire rosé. Non. Ben moi j'ai orange, soyons tendance. Moi longtemps j'aurais dit rouge. Je pense que je dirais blanc, mais même je dirais peut-être bulle. Ah ouais, OK. Puis ça se peut-tu, mettons, si vous avez envie de faire des bulles, c'est possible? On en a. OK. Que vous pourrez goûter cet été. Mais non, on va mettre... La semaine prochaine, on met en bouteille une méthode traditionnelle, donc une méthode qu'on n'a pas le droit de dire champenoise, mais qui est la même technique qu'en Champagne. Là, mais ça va être prêt dans 1 an. OK. C'est dur. C'est long, mais on aura un vin mûr et éventuellement un pétillant naturel aussi. C'est notre objectif. Puis on aime beaucoup les bulles. Peut-être une question un peu naïve, mais peux-tu prendre les mêmes raisins pour faire des bulles que pour faire du vin classique? Okay. Oui. C'est plus dans la fermentation que ça va se faire. Ouais. Tu veux un vin une base qui est assez acide. Oui, c'est quelque chose qui est sans faible en sucre. Dans le détail, faible en sucre. OK. Thé ou café? Café. Consensus. Café. OK, parfait. Coansville ou Bromont? Coansville. OK. Coansville. De loin. Ah ouais, hein? OK. J'ai quand même une petite hésitation parce que Bromont amène tout son lot, son bagage de plein air, mais je resterais quand même Coansville en enlevant quelques grandes bannières. Et puis tu sais, sur le site ici, c'est ça, c'est extraordinaire parce que on est comme à la campagne, près de la ville. Tu sais, Coansville, c'est une petite ville, t'as comme tout. Ouais. Bon, il y a des secteurs moins jolis que d'autres, mais l'espace du centre-ville avec la rivière, moi, j'avais été très étonnée la première fois que je suis venue à Coansville. Puis il y a une école magnifique, il y a des gens merveilleux. Mais ce qui est fou de où vous êtes, c'est que vous avez quand même une grosse terre, mais c'est possible d'aller à Coansville en vélo. C'est à 10 minutes à vélo. Puis on a une vue sur Sutton et sur Bromont de l'autre côté, puis on est à 8 minutes de Dunham. C'est quand même un bon kit. C'est très cool. La Tour Eiffel ou le Stade olympique? Moi, je dirais la Tour Eiffel. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Le J'aime bien un schlag, là, mais... Trop de béton. Ouais. Un peu trop de béton. Ouais. Au moins, la Tour Eiffel, elle a les pieds dans le gazon. Tu sais, t'as de la perspective, je sais pas, il y a quelque chose. Au moins, elle est là pour rester, puis il n'y a pas tout le temps en train de... Je sais pas, il n'y a pas tout le temps des travaux, là. Comparé au stade, je peux pas croire. Mais peinturer la Tour Eiffel, là, vous lirez les petits panneaux si jamais vous y retournez, là. Je pense que quand ils ont fini de peinturer, ils sont obligés de recommencer tellement que c'est long. Mais bon. Finalement, sucré ou salé? On dure tes questions. Moi, je pense que je dirais sucré. Okay. Ça dépend le moment de la journée. Et plus ça avance, plus c'est salé. Ah, OK. Ah ouais. Pas de dessert à la fin de la journée? Ça dépend de ce qu'on boit avec. Ah, voilà. Puis mettons vos chips préférés. Cornichons épicés de Miss Vicky. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose. Moi, je pense que sucré, mais un peu par défaut. Je viens d'une région en France, beaucoup de charcuterie, beaucoup de fromage, puis c'est juste trop cher. Ah, ici? Par rapport à la qualité. Ouais. C'est-tu, mettons c'est par dépit un peu. Par dépit, je me rabats sur les viennoiseries. Ouais. Gâteau au fromage. Ah ouais. Elle fait un délicieux gâteau au fromage. Ah ouais, hein?
J'espère qu'elle en a amené. Non, mais ma question, c'était un des ennuis que tu as de la France, est-ce que ça serait dans le top, ça, les fromages, le pain, charcuterie? La cuisine, disons. Ben, tu sais, si je veux vraiment être fine, je peux pas te dire que c'est dans le top avant ma famille. Non, mais non, c'est ça, je voyais déjà en dessous quand même de la famille. Peu mal. Plus maintenant. Okay. Honnêtement, ouais, ça fait trop ça fait trop longtemps qu'on est là maintenant. On dirait que j'ai comme oublié ce rapport-là. Puis quand je rentre, je suis contente au début, mais je trouve que c'est vite too much. OK. Mais on perd l'habitude, en fait. On perd l'habitude. Ouais. Au-delà du prix, tu l'as mentionné, là, mais au-delà du prix, je veux dire, en termes de charcuterie, en termes de fromage, on n'a pas tant à se plaindre là, au Québec. Mais c'est vrai que c'est moins accessible. C'est moins accessible. En France, c'est ça. Ben écoute, ça fait le tour de mes questions. Voilà, ça finit sur Merci beaucoup, ça finit sur du fromage. Mais écoute, c'était un plaisir. Dans le fond, moi je m'en vais, puis vous restez, vous êtes des amis, fait que vous allez faire votre apéro. L'apéro est là. Ouais, c'est ça. Les enfants s'en viennent, ça va être cool. OK, super. Ben, merci à tous. Merci. Merci à toi. On suit ça, Mutatis, peut-être, si vous voulez venir apprendre à déguster du vin au domaine. Et domaine du petit bonheur. Donc, merci beaucoup, puis à bientôt. Yeah, Merci. cool. Merci, bye.